Bonjour à tous. Cher Philippe, je suis très heureux de vous accompagner pour ces débats de cette journée. On peut considérer que vous avez eu le nez creux de le mettre à cette date-là. Il y a tellement d'actualités, l'abandon de la taxe transit, les questions de tarification, la réforme ferroviaire, le plan Juncker. Enfin, tous les champs que nous allons aborder aujourd'hui sont impactés par une actualité très forte et nous allons revenir dans quelques instants sur le programme. Mais on sent aujourd'hui qu'on a un peu changé de dimension. On en a fait des colloques sur le financement, les financements innovants, les financements du système ferroviaire, etc. Et aujourd'hui, dans ce cadre un peu solennel, j'ai l'impression que vous avez envie de dire qu'on est au bout d'un système. Tout d'abord, je ne sais pas si ça marche, oui c'est bon. Tout d'abord, je vous salue à nouveau les uns et les autres en vous remerciant d'être venus si nombreux. Tout d'abord, un nouveau colloque, pourquoi faire? C'était ça notre question. Mais on a pensé en regardant ces problèmes dès l'année dernière que le contexte était en train de changer et qu'on allait vers de nouveaux objectifs. On l'a vu, notre dernier colloque c'était 2012, Claude Barthelone l'a rappelé, et à ce moment on se posait des questions du type comment va-t-on financer le SNIT? C'était ça notre problématique. 245 milliards. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une mission difficile, voire même une mission impossible. Et puis, aujourd'hui, bien sûr, il nous a semblé qu'il était nécessaire de repenser ces questions à l'aune des constats que nous faisons les uns et les autres. Constat des rapports de la Cour des comptes, constat de la Commission Mobilité 21, constat aussi du GIEC, qui a mis une pression beaucoup plus forte sur tous les acteurs, et notamment sur les acteurs de la mobilité. Donc on a demandé à notre conseil scientifique, il y a déjà un bon bout de temps, on n'a pas choisi la date aujourd'hui comme ça en ayant consulté une cartomancienne, mais tout simplement parce que nous voulions achever ce processus avant la fin de l'année. Et donc on a fait travailler le conseil scientifique qui est présidé par Michel Savy, un groupe d'experts autour de Noël de Saint-Pulgent a engagé une série d'entretiens, 29 entretiens, qui ont permis de faire une synthèse de ce que pensaient la plupart des acteurs, à la fois des systèmes de transport, mais également des systèmes de financement. Alors, certains d'entre vous se reconnaîtront parmi les personnes qui ont été interviewées, Sophie Mougard qui est devant moi, Jacques Oxiette qui est là, mais bien d'autres qui sont dans cette salle et qui appartiennent à la SNCF, à RFF, au monde de la route et également au monde de la banque, au monde également des experts de l'ingénierie et des transports. Cela, ça nous a semblé important pour ne pas redire la même chose qu'il y a 2 ans et pour faire en sorte qu'on cible mieux les tables rondes de ce colloque. Alors, effectivement, on a conscience aujourd'hui qu'on est un peu au bout d'un système. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, les réseaux se dégradent, le réseau ferroviaire, on le sait ça depuis le rapport de l'École polytechnique de Lausanne, le rapport Rivier de 2005, mais aussi le réseau fluvial, mais aussi le réseau routier non concédé. Le réseau routier concédé, lui, il se porte bien, on l'a vu, on en discute, mais il investit et il entretient remarquablement son patrimoine, alors que le réseau non concédé, les routes nationales, se dégradent. Les indices de qualité des chaussées, les indices de qualité des ouvrages alertent les spécialistes, mais aussi sont repérés par les usagers. Donc tout ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la trajectoire financière, qui est celle des grands secteurs du transport, elle devient aussi insoutenable. C'est une chose qu'on a aussi identifiée, c'était à l'occasion des assises du ferroviaire, qui avaient été organisées par la précédente majorité. Mais ces assises du ferroviaire, elles nous ont montré que le système ferroviaire, par exemple, avait besoin de 21 milliards, qu'on pouvait compter sur 21 milliards de financement, mais que chaque année, il manquait 1 milliard. Eh bien, aujourd'hui, il ne manque plus 1 milliard. Il manque 2,5 milliards pour financer le système ferroviaire. Il continue de s'endetter, et cela, c'est préoccupant, et ça ne peut pas durer. Il y a quelques mois,
Frédéric Cuvillier, le précédent ministre des Transports, indiquait que si l'on ne faisait rien, si l'on ne changeait rien, la dette ferroviaire pourrait atteindre 80 milliards. Donc aujourd'hui, on le voit, la loi portant réforme ferroviaire qui a été votée au Parlement cet été est là pour essayer d'infléchir cette tendance qui est tout à fait dangereuse. Et puis, enfin, le dernier élément, ou avant-dernier élément, c'est les capacités de financement public. L'État, nous le voyons, lutte contre la dette, essaye d'inverser la courbe de l'endettement. Et ici, ces dotations, notamment, qui vont vers les collectivités, sont en train de se réduire. Moins 11 milliards de dotations pour les 3 ans à venir. Les dotations de décentralisation qui sont gelées maintenant depuis 3 ans, Jacques Oxiette à peu près. Donc, à la fois l'État, à la fois les collectivités ont des difficultés très grandes pour financer les projets qui étaient les leurs. Donc, d'un côté, c'est la dernière chose. Et puis enfin, on le voit bien, on a deux paramètres nouveaux depuis 2012. Le paramètre environnemental. Là, on voit bien qu'il faut aller plus vite, plus fort, vers des modes nouveaux et moins générateurs de gaz à effet de serre, moins générateurs également de particules fines. Et la décision d'Anne Hidalgo d'interdire d'ici entre 2020 et 2030 les voitures diesel à Paris est l'illustration de cette prise de conscience que nous devons changer. Dernier élément, ça a été souligné également par le ministre et par la commissaire européenne, c'est l'apparition de nouvelles technologies qui génèrent des nouveaux modes d'organisation des transports. Qui aurait pu imaginer, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'explosion du covoiturage? Qui aurait pu imaginer, au point qu'il a fallu légiférer d'ailleurs, l'explosion des VTC qui venaient ici sur le terrain réservé aux taxis? On est donc dans un monde qui change et on a besoin aujourd'hui de revisiter, comme on dit assez couramment et assez facilement, le logiciel, disons les fondamentaux des transports, mais aussi les fondamentaux du financement. Alors, on va aborder successivement lors des tables rondes un peu tous ces sujets avec les acteurs que vous avez cités, y compris les acteurs du covoiturage, y compris des acteurs européens. On va commencer dans quelques instants sur les questions de tarification, de fiscalité. Elles sont au cœur de l'actualité. On est aujourd'hui au sein des AO dans une inquiétude très forte quant à la capacité à poursuivre les efforts d'augmentation d'offres. C'est un élément absolument essentiel que de se préoccuper des budgets de fonctionnement et pas simplement d'investissement. Bien sûr. Alain Vidalis disait au début de son propos, il y a 2 payeurs. Il y a l'usager, le client, et puis il y a le contribuable. On sait aujourd'hui que le contribuable, il a peut-être donné tout ce qu'il pouvait donner et qu'il a du mal à apporter davantage. Bien évidemment, se pose la question de la tarification. C'est un problème difficile en France. Les gens ont une mauvaise représentation du coût du transport. Quand on entend des interviews, des micro-trottoirs, on voit bien que les gens ont l'impression que c'est cher, le transport, y compris dans les métropoles, y compris dans les agglomérations. Et pourtant, quand on compare ce qui se passe et les tarifications chez nos voisins, je salue Dominique Bussereau qui connaît ces questions mieux que tout autre, eh bien on voit que le ticket de métro à Londres, il est près de 4 livres, le ticket de métro à Berlin, il est d'1,60 €, même un peu plus, je crois. Et puis que, par ailleurs, les tarifs sont parfois plus importants. Mais je crois qu'il n'y aura pas on ne pourra pas réussir cette évolution de la tarification sans qu'il y ait une prise de conscience de nos concitoyens que pour avoir des transports de meilleure qualité, pour avoir des transports plus fiables, il faut parfois en payer aussi le prix. Et puis il faut aussi tenir compte, bien sûr, des questions sociales. On enchaînera après une courte pause sur les questions de performance du système de transport lui-même, sur sa productivité, sur les méthodes de gouvernance. C'est aussi un axe essentiel
de l'amélioration de la qualité, parce qu'un système doit sans cesse s'améliorer pour offrir un meilleur service aux usagers? Mais écoutez, c'est en tout cas ce que veut le législateur et ce que veulent les opérateurs de transport. La loi ferroviaire, elle a pour but de rationaliser les organisations en ayant un gestionnaire d'infrastructure unique. Elle a pour but aussi de rechercher une meilleure efficacité dans l'organisation du travail. Elle a pour but de réduire la trajectoire financière du système ferroviaire. Et cela, c'est une démarche vertueuse. Peut-être faut-il aller plus loin, mais à chaque jour suffit sa peine. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la privatisation des autoroutes, ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par cette privatisation. Certains même l'ont déploré. Mais un fait qu'il faut constater, c'est que la productivité du système autoroutier a progressé avec la privatisation. Donc, on a besoin ici d'être plus efficace, que ce soit sur la route, sur le ferroviaire ou sur le fluvio-maritime. Alors, en début d'après-midi, nous aurons une table ronde spécifique sur le ferroviaire, notamment sur les objectifs que la loi de réforme ferroviaire à poser sur la table, et on verra effectivement comment les différents acteurs sont en train de s'organiser pour essayer allez, j'allais dire sauver les meubles du ferroviaire, en tout cas lui redonner un avenir meilleur. Et puis après, nous conclurons par une grande séquence en 2 temps sur le financement lui-même, une séquence plutôt sur les priorités du financement, sur ce qu'on appelle les priorisations des investissements, et puis une deuxième séquence sur les outils de financement avec notamment Dominique Riquet et des banquiers. Là, on est aussi dans votre casquette de président de l'AFITF. On va voir que là, il y a aussi pas mal de progrès à faire pour atteindre les objectifs qui ont été fixés ce matin par la commissaire et le ministre. Oui, mais ça c'est un peu le cœur, enfin plutôt la conclusion de cette journée, c'est de voir quelles sont nos capacités d'endettement encore, ou quels sont les outils que l'on peut mettre en avant pour mobiliser des fonds. La commissaire européenne nous dit, finalement, on vous offre un levier et mobiliser de l'argent privé pour réaliser vos infrastructures. Et elle nous propose de prendre modèle sur SEA. Bon, c'est pas facile quand même, SEA. Je me demandais s'il y avait dans la salle 1 ou 2 magistrats de la Cour des comptes. Bon. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faudra voir. Et moi, je remercie Dominique Riquet d'être venu de Bruxelles pour nous apporter aussi son regard de vice-président de la commission transport du Parlement européen. On va débattre de tout ça. Merci Philippe de nous accueillir donc aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale.